Mon frère a vidé mes comptes et s'est enfui avec ma petite amie. J'étais anéanti jusqu'à ce que ma fille de 13 ans me dise « Papa, ne t'inquiète pas. Je me suis occupé de tout. » Puis, quelques jours plus tard, mon frère m'a appelé en hurlant. Tout cela s'est produit il y a environ 8 mois, et je suis enfin prêt à en parler parce que les retombées continuent encore aujourd'hui à me donner le sourire. J'ai 34 ans, je travaille dans la gestion logistique, et je pensais avoir ma vie plutôt bien organisée. Alerte spoiler, pas du tout. Laissez-moi planter le décor. J'ai une fille, Lily, qui vient d'avoir 13 ans. Elle vit avec moi à plein temps depuis que sa mère est décédée d'un cancer il y a 3 ans. Oui, cette partie-là est terrible. Mais nous avons construit une vie solide ensemble. Un vrai duo, elle et moi contre le monde. Elle est incroyablement vive. Bien plus intelligente que je ne l'étais à son âge, et honnêtement plus mature que beaucoup d'adultes que je connais. Le genre d'enfant qui a appris à coder toute seule à 10 ans parce qu'elle s'ennuyait pendant les vacances d'été. Le genre qui lit des articles sur la cybersécurité pour le plaisir et corrige mes choix de mots de passe. Après la mort de sa mère, ça a été dur pour nous deux. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais on a trouvé notre équilibre. On a créé des routines, appris à communiquer, et formé cette unité soudée qui n'avait besoin de personne d'autre. Elle venait parfois à mon bureau après l'école, faisait ses devoirs dans la salle de pause pendant que je terminais ma journée. On prenait le dîner sur le chemin du retour, on parlait de nos journées, on existait simplement ensemble dans cet espace confortable que nous avions construit. J'ai travaillé dur pour lui offrir de la stabilité. J'ai assisté à chaque événement scolaire, chaque réunion parents-professeurs, chaque foire scientifique. J'ai appris à tresser des cheveux grâce à des vidéos YouTube. J'ai abordé la discussion sur les règles bien plus tôt que je ne m'en sentais prêt. On s'en sortait. Mieux que ça, même. Et puis il y a mon frère Kyle, de 2 ans mon cadet. Le fils chéri de la famille malgré le fait qu'il ait toujours été un désastre ambulant. Je parle de quelqu'un qui a abandonné l'université 2 fois, incapable de garder un emploi plus de 6 mois, qui empruntait de l'argent à tout le monde, y compris à notre grand-mère de 80 ans. Et pourtant, il avait ce charme étrange qui poussait les gens à lui donner des chances à l'infini. Nos parents lui trouvaient toujours des excuses, pendant que moi, on attendait que j'aie ma vie parfaitement en ordre parce que j'étais le responsable. En grandissant, c'est moi qu'on sermonnait sur la responsabilité quand je ramenais un bébé. Kyle pouvait rater des semestres entiers et nos parents disaient simplement que l'école n'était pas faite pour lui, qu'il trouverait sa voie un jour. J'ai payé mes études en travaillant 2 emplois. Kyle s'est vu payer ses frais de scolarité 2 fois avant d'abandonner à chaque fois. J'ai acheté ma première voiture avec l'argent économisé depuis mes 15 ans. Kyle en a reçu 3, offertes, après avoir détruit ou revendu les précédentes. Le schéma n'a jamais changé. Je construisais quelque chose, j'atteignais un objectif, je travaillais dur, et c'était considéré comme normal. Kyle faisait des erreurs, créait des drames, avait besoin d'aide, et tout le monde se précipitait pour le sauver. Autant dire que les réunions de famille étaient un vrai plaisir. Rien de tel que de voir ses parents donner de l'argent à votre frère tout en vous disant que vous allez très bien et que vous n'avez besoin de rien. Et enfin, il y a Britney. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an et demi. Je l'ai rencontrée lors d'un barbecue chez un ami. Elle était drôle, semblait simple. Travaillait comme assistante dentaire. Elle avait ce rire contagieux qui donnait envie de rire aux autres. Elle racontait de bonnes histoires. Elle ne semblait pas exigeante. Tout allait bien. Pas parfait, mais suffisamment bien pour que je commence à penser à l'avenir. Je l'ai présentée à Lily après environ 3 mois de relation. Je ne voulais pas faire défiler des personnes dans la vie de ma fille si elle n'était pas là pour rester. Britney semblait comprendre cela. Elle disait apprécier que je sois un père protecteur. Elle s'entendait correctement. Pas inséparables, mais Lily passait parfois du temps avec nous et ne se plaignait pas quand Britney venait à la maison. Cela me suffisait. Britney connaissait les règles dès le départ. Lily passait toujours en premier. S'il y avait un conflit entre ce que Britney voulait faire et ce dont Lily avait besoin, Lily gagnait à chaque fois. Britney disait qu'elle comprenait. Qu'elle respectait ça. Avec le recul, je pense qu'elle disait simplement ce que je voulais entendre. Il y avait de petits détails que j'ai ignorés. La façon dont elle s'agaçait quand je devais annuler des projets parce que Lily était malade. Les remarques sur le fait que Lily était assez grande pour rester seule plus souvent. Ces petites suggestions insinuant que j'étais peut-être trop protecteur, trop impliqué, trop concentré sur mon enfant. Je balayais ça d'un revers de main, me disant qu'elle ne pouvait pas comprendre puisqu'elle n'avait pas d'enfant. J'aurais dû prêter davantage attention à ces signaux d'alerte. J'aurais dû remarquer que quelqu'un qui prétend respecter vos priorités mais cherche constamment à les changer n'est en réalité pas respectueuse du tout. Mais j'étais seul, elle était là, et c'était agréable d'avoir parfois un autre adulte à mes côtés, alors j'ai ignoré les signaux. C'est là que ça devient intéressant. Il y a environ 9 mois,
Kyle s'est pointé chez moi dans un sale état. Il disait avoir perdu son appartement, avoir du retard sur son loyer et avoir besoin d'un endroit où dormir pendant quelques semaines. C'était toujours la même histoire. La malchance, des circonstances indépendantes de sa volonté, juste un petit coup de pouce pour se remettre sur pied. Apparemment, nos parents avaient enfin coupé les vivres après la 5e ou la 6e demande d'argent pour le loyer. J'étais donc la prochaine étape. J'aurais dû dire non. Vraiment. Tout en moi me disait que c'était une erreur. Mais c'est la famille. Et malgré tout, il restait cette petite partie de moi qui croyait que cette fois serait différente. Que si je l'aidais, il finirait peut-être par se ressaisir. Et oui, je suis visiblement un idiot, alors je l'ai laissé s'installer dans la chambre d'amis. Je me suis dit que 2 semaines ne me tueraient pas. Lily n'était pas contente. Elle n'avait jamais vraiment aimé Kyle, même quand elle était plus jeune. Elle disait qu'il lui donnait de mauvaises vibrations. Quand je lui ai annoncé qu'il allait rester temporairement chez nous, elle m'a regardé et m'a dit « ça va mal finir ». Je lui ai demandé de lui laisser une chance. Elle a répondu « quand est-ce que lui laisser une chance a déjà bien fini ?» Je n'avais pas vraiment d'argument, mais j'avais déjà dit oui. 2 semaines sont devenues 3, puis 4, puis 6. Il ne cherchait pas de travail malgré ce qu'il disait. Je rentrais à la maison et il était sur le canapé à jouer aux jeux vidéo, exactement au même endroit que le matin quand je partais. Il n'aidait pas pour la vaisselle, ne sortait pas les poubelles, ne nettoyait même pas derrière lui. Il mangeait les courses que j'achetais, utilisait les services que je payais, et ne contribuait absolument à rien. Quand j'abordais le sujet, il se mettait sur la défensive, disait qu'il faisait une dépression, qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à sa vie, que j'étais trop dur avec lui. Britney le soutenait, me disait que je devais être plus compréhensif, plus solidaire, que la famille est de la famille. Elle me lançait ses regards déçus, comme si j'étais déraisonnable d'attendre d'un homme de 32 ans qu'il participe à un foyer dans lequel il vivait gratuitement. Ça aurait dû être un signal d'alarme énorme, du genre sirène de raid aérien, mais je me suis dit qu'elle avait simplement un grand cœur. Qu'elle ne comprenait pas comment Kyle fonctionnait. Je n'avais pas réalisé qu'elle était déjà de son côté pour une raison bien précise. Je travaille parfois de longues heures. La gestion logistique, ça veut dire gérer les plannings d'expédition, les problèmes d'entrepôt, les chauffeurs, les écarts d'inventaire, tout le bazar. Certaines semaines, je faisais facilement entre 50 et 60 heures, surtout pendant les périodes chargées. Le travail est bien payé, il nous assure un toit, finance l'épargne universitaire de Lily, donc je ne me plains pas des horaires. Britney travaillait sur des horaires plus classiques, finissait généralement vers 16 heures, avec les week-ends libres sauf urgence. Kyle, lui, était évidemment toujours à la maison puisqu'il ne cherchait pas réellement de travail. Avec le recul, je peux situer précisément le moment où tout a commencé, environ 3 semaines après l'arrivée de Kyle. C'est là que Britney a commencé à trouver des excuses pour passer quand je n'étais pas là. Elle voulait juste prendre des nouvelles de Kyle, s'assurer qu'il allait bien. Ou bien elle disait avoir préparé à manger et pensait que ça nous ferait plaisir. Toujours ces gestes en apparence attentionnés qui la plaçaient chez moi en mon absence. Lily me l'a mentionné une fois. Elle m'a dit que Britney venait souvent en journée. J'en ai parlé à Britney, d'un ton détendu. Elle a expliqué qu'elle s'inquiétait pour l'état mental de Kyle, qu'elle voulait s'assurer qu'il ne s'isolait pas. J'ai trouvé ça gentil de sa part. Oui, gentil. Vous voyez sans doute où ça mène. J'ai commencé à remarquer de petites choses. La voiture de Britney chez moi les jours où elle disait travailler tard. Kyle soudainement de bonne humeur en permanence, prenant des douches régulièrement, faisant sa lessive. La porte de la chambre d'amis verrouillée en journée quand je rentrais déjeuner, ce qui était étrange parce que Kyle ne verrouillait jamais les portes. Une fois, j'ai entendu des chuchotements qui se sont arrêtés net quand je suis entré par le garage, mais je me suis persuadé que je me faisais des idées, parce que personne ne pouvait être aussi minable, n'est-ce pas? Mon propre frère ne franchirait jamais cette ligne. Britney, avec qui je projetais un avenir, ne me ferait jamais ça. Je me suis trouvé des excuses, je me suis dit que j'étais parano. L'histoire de la voiture. Une coïncidence. Kyle était enfin en train de remettre sa vie en ordre, voilà pourquoi il était de meilleure humeur. La porte verrouillée, c'était pour l'intimité. Lily n'y croyait pas une seconde. Elle observait Britney et Kyle interagir lors des rares moments où j'étais à la maison quand Britney passait, et je voyais son esprit tourner à plein régime. Elle avait ce regard soupçonneux, calculateur. Un soir, elle m'a demandé, « Papa, tu trouves pas que Britney et l'oncle Kyle agissent bizarrement ensemble ?» Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a haussé les épaules. Je sais pas. Ils sont différents quand tu n'es pas là. Je lui ai dit qu'elle imaginait sûrement des choses. Elle m'a regardé comme si je faisais exprès d'être stupide. D'accord, papa, si tu le dis. C'était environ une semaine avant que tout n'explose.
Le vrai spectacle a commencé un mardi. J'avais prévu de surprendre Britney avec une réservation pour dîner à l'occasion de notre anniversaire. Rien d'extravagant, juste ce restaurant italien qu'elle aimait. J'avais réservé des semaines à l'avance, tout organisé. Je comptais quitter le travail plus tôt, passer la prendre, dîner tranquillement, peut-être faire une promenade après. Des choses simples. Je suis sorti du travail à 14 heures, je suis passé chez elle vers 14h30 pour la récupérer, en utilisant la clé de secours qu'elle m'avait donnée des mois plus tôt. J'ai appelé en entrant, aucune réponse. L'appartement était vide, mais son sac de travail était posé sur le plan de travail de la cuisine. Sa voiture était garée en bas. Son téléphone était quelque part à l'intérieur. Je pouvais voir son ordinateur portable ouvert sur le canapé avec une tasse de café à moitié pleine à côté. Tout semblait normal, comme si elle était sortie une minute, sauf qu'elle n'était pas là. Cette sensation étrange m'a noué l'estomac, celle qui vous dit que quelque chose ne va pas sans que vous sachiez encore quoi. J'ai appelé son téléphone, je l'ai entendu sonner depuis la chambre, j'y suis allé, et il était sur la table de nuit, branché en charge, vibrant avec mon appel, à côté d'un mot de sa main sur lequel figurait mon adresse et 14h30. Mon adresse, l'heure à laquelle j'avais dit que je viendrais la chercher, comme si elle avait eu besoin d'un rappel. Mais elle n'était pas là. Elle était ailleurs à 14h30. Et je savais exactement où. Je ne suis pas idiot. Enfin, si, mais pas à ce point. Toutes les pièces se sont assemblées d'un coup. La voiture chez moi, la porte verrouillée, les chuchotements, le soutien soudain de Britney envers Kyle, sa présence chez moi en journée. Tout prenait un sens affreusement parfait. J'ai pris la route pour rentrer chez moi en respectant strictement la limitation de vitesse, parce que je n'allais pas en plus me faire verbaliser avant d'affronter ce qui m'attendait. Il m'a fallu 17 minutes, je les ai comptées. Je me suis garé dans mon allée à 14h47, un mardi après-midi. Leurs deux voitures étaient là. La Honda cabossée de Kyle et la Toyota de Britney, garées côte à côte comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La porte d'entrée était déverrouillée. Je suis entré discrètement. La maison était trop silencieuse, sauf pour les bruits provenant de la chambre d'amis, celle où Kyle logeait. Des bruits qui rendaient parfaitement clair ce qui s'y passait. Je suis resté devant cette porte peut-être 30 secondes, juste à assimiler. Une partie de moi voulait la défoncer. Une autre voulait repartir et faire comme si je n'avais rien vu. Et une autre encore se sentait vide, creuse, comme si j'assistais à la scène de la vie de quelqu'un d'autre. Puis j'ai pensé à Lily, à ce qu'elle penserait si je laissais passer ça, à l'exemple que cela donnerait, au fait. Que c'était ma maison, ma vie, ma relation, et mon frère. Et je n'allais pas être le lâche qui accepte ça sans rien dire. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'enregistreur vocal, appuyé sur enregistrer, et frappé à la porte assez fort pour être entendu malgré ce qui se passait à l'intérieur. L'agitation derrière la porte était presque comique. Presque. Beaucoup de mouvements, des chuchotements précipités, le bruit de gens qui essaient de s'habiller à toute vitesse. Je n'ai pas crié, je n'ai pas défoncé la porte, je n'ai même pas élevé la voix. J'ai simplement dit calmement à travers la porte, « Kyle, Britney, vous avez 30 minutes pour quitter ma maison. » Après ça, j'appelle la police pour intrusion. Le compte à rebours commence maintenant. Puis j'ai arrêté l'enregistrement, je suis allé dans le salon, je me suis assis sur le canapé, j'ai ouvert le numéro non urgent de la police sur mon téléphone, réglé un minuteur sur 30 minutes, et j'ai attendu. Mes mains tremblaient. Pas encore de colère, elle viendrait plus tard, mais à cause de l'adrénaline, de l'irréalité totale de la situation. Situation. Mon frère et ma petite amie, dans ma maison, dans la chambre d'amis où je l'avais laissé rester par bonté de cœur. Ils sont sortis environ 15 minutes plus tard. Britney pleurait, le maquillage étalé sur le visage, essayant de se recoiffer. Kyle avait cette expression, presque un rictus, comme s'il retenait un sourire, comme si tout cela était une grande blague, comme s'il avait gagné quelque chose. Britney a commencé immédiatement. « Bébé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai levé la main. « Stop. Je ne veux rien entendre. » « Mais tu ne comprends pas. »« Nous. »« Je comprends parfaitement. Tu couches avec mon frère dans ma maison pendant que je travaille. Il n'y a rien à expliquer. Maintenant, partez. » Elle a essayé une autre approche. Elle s'est mise à s'excuser, à dire que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien, qu'elle m'aimait, qu'on pouvait surmonter ça. Tous les grands classiques. Je me contentais de répéter, partez. Kyle a fini par parler, et ce rictus était toujours là. Allez, mec, ne sois pas dramatique. Ça arrive, ces choses-là. Personne n'a été blessé. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cette personne qui partage mon ADN, que j'avais défendu auprès de nos parents,
que j'avais accueilli chez moi quand personne d'autre ne voulait de lui. Et je n'ai rien ressenti. Aucun amour fraternel, aucun lien familial, rien. Tu vivais dans ma maison, ai-je dit. Tu mangeais ma nourriture, tu utilisais mon électricité, mon eau, mon Wi-Fi. Je t'ai donné un toit quand maman et papa ne voulaient plus t'aider. Et tu as décidé de me remercier en couchant avec ma petite amie. C'est fini. Dehors. Son sourire a légèrement disparu. Tu vas vraiment me mettre à la porte pour ça? Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Il vous reste 15 minutes. Britney a recommencé. Elle pleurait, s'excusait, a essayé de me toucher le bras et j'ai reculé. Je lui ai dit qu'elle devait partir immédiatement. Kyle a récupéré ses affaires dans la chambre d'amis. Ça n'a pas pris longtemps puisqu'il vivait avec un simple sac de sport. Britney est restée là à pleurer jusqu'à ce que je lui dise encore une fois de partir. Ils sont finalement partis. J'ai verrouillé la porte derrière eux, enclenché le pen, mis la chaîne. Puis je suis allé dans ma chambre et je me suis assis sur le lit. Au début, je n'ai absolument rien ressenti. Juste un vide total, comme si quelqu'un m'avait arraché l'intérieur en laissant une coquille. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas frappé les murs, je suis simplement resté là à fixer le néant. Vers 15h15, la réalité a commencé à s'imposer. La colère n'était pas encore là, seulement ce sentiment écrasant de trahison. Mon frère, mon propre frère, celui qui était censé me soutenir, que j'avais défendu toute ma vie, que j'avais recueilli quand il n'avait nulle part où aller, et ma petite amie, avec qui je projetais un avenir, qui avait rencontré ma fille, en qui j'avais confiance, partis, tous les deux, ou pas encore physiquement, mais ça revenait au même. Ces relations étaient mortes à l'instant précis où j'avais entendu ces bruits derrière cette porte. Lily est rentrée de l'école vers 15h30. Elle prend le bus et arrive généralement entre 15h25 et 15h35 selon la circulation. J'ai entendu sa clé dans la serrure, son sac à dos tomber dans l'entrée comme tous les jours. Elle a appelé, je suis rentré. Comme d'habitude. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma voix ne voulait pas sortir. Elle est entrée dans le salon, m'a vu assis là et s'est arrêtée net dans l'embrasure de la porte. Cet enfant qui lisait mes humeurs depuis qu'elle savait parler, qui connaissait chaque expression de mon visage, qui savait quand quelque chose n'allait pas avant même que j'ouvre la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé. Pas, qu'est-ce qui ne va pas, ni, est-ce que ça va, mais directement, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'elle savait que quelque chose s'était produit. Je lui ai dit la vérité, de manière adaptée à son âge, mais honnête. Je n'allais ni lui mentir ni édulcorer les faits. Elle méritait la vérité. Je lui ai expliqué que j'avais surpris l'oncle Kyle et Britney ensemble, qu'ils se voyaient derrière mon dos, qu'ils étaient partis maintenant et qu'ils ne reviendraient pas. Son visage a traversé environ 5 émotions en quelques secondes. D'abord le choc, puis la compréhension, comme si les pièces s'assemblaient, ensuite la colère, puis quelque chose de plus froid, de plus calculateur. C'est dégoûtant, a-t-elle dit, avec une voix plate que je ne lui avais jamais entendue. L'oncle Kyle est une ordure, et elle est pire encore d'avoir accepté ça. Difficile de contredire cette analyse. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Sur le canapé. Elle n'a pas essayé de me prendre dans ses bras ni de dire des mots réconfortants. Elle est simplement restée là. Au bout d'une minute, elle a dit, je savais qu'il se passait quelque chose. J'ai essayé de te le dire. Je sais que j'avais raison. Tu aurais dû m'écouter. Elle ne disait pas ça méchamment, juste comme un constat. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Honnêtement, je n'en savais rien. J'essayais simplement d'assimiler, de comprendre comment ma vie avait explosé en l'espace d'un après-midi. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Changer les serrures demain. Et aviser ensuite. Elle a hoché la tête, a sorti son téléphone et s'est mise à taper quelque chose. Je n'ai pas demandé quoi. J'ai supposé qu'elle écrivait à une amie ou qu'elle se défoulait sur le fait que son oncle était horrible. Je l'ai laissée tranquille. Nous avons commandé une pizza ce soir-là. Je n'avais pas envie de cuisiner. Ni de parler. Nous avons mangé en silence en regardant une émission sans intérêt à la télévision. Une soirée normale en apparence, avec cette énorme chose suspendue au-dessus de nous, que nous n'étions pas encore prêts à affronter. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans mon lit, à fixer le plafond, l'esprit en boucle. Depuis combien de temps ça durait? S'étaient-ils moqués de moi? Était-ce leur plan depuis le début ou est-ce que c'était arrivé comme ça? Et au fond, est-ce que ça avait vraiment de l'importance? Vers 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai commencé à penser de façon pratique. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais protéger l'avenir. J'ai changé tous mes mots de passe sur mon téléphone sur le champ. Compte bancaire, email, réseaux sociaux, tout. J'ai activé la double authentification partout où c'était possible.
J'ai appelé un serrurier dès le mercredi matin. Il est venu changer toutes les serrures avant midi. Ça m'a coûté 300$, mais ça valait le prix pour être sûr que Kyle ne puisse pas revenir comme si de rien n'était. Pendant que le serrurier travaillait, j'ai fait le tour de la maison pour voir si Kyle avait laissé quelque chose derrière lui. J'ai trouvé des vêtements, des affaires de toilette, un chargeur. J'ai tout mis dans un sac poubelle et je l'ai laissé sur le perron. Puis j'ai appelé la banque. Je devais m'assurer que mes comptes étaient en sécurité, que Kyle n'avait rien tenté pendant qu'il vivait ici. Le système automatique m'a dit de me connecter en ligne pour vérifier l'activité récente. Je me suis connecté vers 13h le mercredi après-midi. J'ai d'abord vérifié mon compte courant. Le solde n'était pas bon. Vraiment pas bon. Il aurait dû y avoir environ 8000$ provenant de mon dernier salaire et de ce qu'il restait du mois. Le solde affichait 342$. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai ouvert l'historique des transactions. 3 virements. Un le mardi soir à 23h47 pour 3000$. Un le mercredi matin à 2h15 pour 2500$. Un autre le mercredi à 6h33 pour 2100$. Tous vers un compte externe. Tous marqués comme effectués. Je suis passé au compte épargne. Il aurait dû contenir environ 28 000$. Le fonds universitaire de Lily. L'épargne d'urgence. Tout. Le solde affiché 3200$. Encore des virements. 5 au total, répartis entre le mardi soir et le mercredi matin, pour un montant de 24 800$. La plupart étaient encore en attente, mais l'un, de 8000$, était déjà passé. J'ai vérifié mon compte retraite, celui lié à mon travail. Quelqu'un avait essayé d'y accéder. Tentative de connexion à partir du mardi à 23h52, puis tout au long de la nuit. Le compte avait été verrouillé pour activité suspecte. J'ai appelé la banque, les mains tremblant tellement que j'avais du mal à composer le numéro. J'ai été transféré 3 fois avant d'avoir quelqu'un du service antifraude. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Elle m'a demandé de vérifier certaines informations, de contrôler les comptes, a pris des notes. Monsieur, il semble que ces virements aient été initiés à l'aide de vos identifiants valides et de vos informations de sécurité. L'authentification a été validée à chaque tentative. Je n'ai pas fait ces virements, ai-je dit. Quelqu'un a volé mes informations. Savez-vous qui aurait pu avoir accès aux détails de vos comptes? Oui. Je le savais parfaitement. Mon frère, qui avait vécu chez moi pendant 6 semaines, qui m'avait probablement vu me connecter à mes comptes, qui avait pu fouiller dans mes papiers, et à qui j'avais stupidement fait confiance. Et Britney, à qui j'avais donné mes identifiants bancaires 6 mois plus tôt quand j'avais la grippe et que j'avais besoin qu'elle paie quelques factures à ma place, qui m'avait dit avoir supprimé les informations après, mais qui, manifestement, ne l'avait pas fait. J'ai tout raconté à la conseillère fraude. Elle a pris encore des notes et m'a expliqué qu'une enquête allait être ouverte, mais que ce genre de procédure prenait du temps. Du temps. Elle m'a demandé si je voulais déposer plainte. Oui. Oui, absolument. J'ai passé l'après-midi du mercredi au commissariat. J'ai déposé une plainte pour usurpation d'identité et fraude. J'ai tout fourni. La chronologie, les montants, les informations de Kyle, l'implication de Britney. L'agent qui a pris la plainte était compatissant mais honnête. Il m'a dit que ce genre d'affaire est difficile à prouver, surtout quand il s'agit de membres de la famille, et que même avec des preuves, cela pouvait prendre des mois à être résolu. Il a ajouté que je pourrais ne jamais récupérer l'argent. Il m'a demandé ce que je comptais faire en attendant. Il m'a conseillé de prendre un avocat, de geler mon crédit, de surveiller tous mes comptes de très près et, honnêtement, d'accepter que l'argent puisse être perdu. Je suis rentré chez moi en me sentant encore pire que le mardi. Le mardi, c'était une trahison émotionnelle. Là, c'était une destruction financière. Cet argent représentait des années d'économie. Les études de Lily, notre sécurité, envolées. Transférées sur le compte de Kyle pendant qu'il préparait sa fuite. Jeudi matin, je me suis réveillé avec 17 alertes de ma banque. D'autres tentatives de virement. Toutes bloquées désormais puisque j'avais signalé la fraude, mais cela montrait que Kyle continuait d'essayer. Le compte retraite, mes cartes de crédit, il avait même tenté d'ouvrir une nouvelle ligne de crédit à mon nom. Le service fraude de la banque m'a appelé directement, m'a demandé de venir sur place avec une pièce d'identité pour signer des déclarations sous serment. J'ai passé 2 heures là-bas le jeudi après-midi à tout passer en revue. Ils ont pu annuler les virements d'épargne qui n'avaient pas encore été validés. J'ai récupéré environ 16 800$ de ce côté-là, mais l'argent du compte courant était déjà parti. Envoyé sur le compte de Kyle, qu'il avait apparemment vidé immédiatement à un distributeur automatique. Plusieurs retraits le mardi soir et le mercredi matin, chaque fois au plafond quotidien. Le montant total perdu dépassait légèrement 43 000$.
Il me restait environ 900 $ en liquide et l'argent de l'épargne bloqué en attente de l'enquête, auquel je n'avais pas encore accès. Mon échéance de crédit immobilier arrivait dans une semaine. Les frais scolaires de Lily, les courses, les factures, le paiement de la voiture, l'assurance, tout passait par ce compte courant. Tout était en prélèvement automatique et il n'y avait plus d'argent pour payer quoi que ce soit. Je suis resté assis dans ma voiture devant la banque, totalement abattu. Pas encore en colère, ça viendrait plus tard. Juste complètement vidé. Mon frère m'avait volé 2 fois en une semaine. Il avait pris ma petite amie, pris mon argent, et m'avait laissé gérer les conséquences pendant que lui et Britney s'enfuyaient pour commencer leur nouvelle vie financée par mes économies. J'ai appelé mon patron, expliqué que j'avais une urgence familiale et que j'avais besoin de prendre mon vendredi en congé personnel. Il a été compréhensif. Il m'a dit de prendre tout le temps nécessaire. Bon patron. Pas de question. Je suis rentré chez moi dans un état second. Jeudi après-midi, vers 16 h, Lily était déjà rentrée de l'école, en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine comme d'habitude. Elle a levé les yeux quand je suis entré, a vu mon visage et a posé son crayon. « C'est grave, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. Je me suis assis en face d'elle et je lui ai tout raconté. L'argent, les montants disparus, comment ça s'était passé, ce que la banque avait dit, ce que la police avait dit. Je l'ai regardé assimiler tout ça. Je m'attendais à ce qu'elle panique, qu'elle pleure, qu'elle s'effondre. Nous étions financièrement ruinés. Son fonds pour l'université avait disparu. Notre épargne d'urgence aussi. Nous étions dans une situation catastrophique. Au lieu de ça, elle est devenue très silencieuse, très immobile. Ce regard calculateur est revenu sur son visage. Puis elle a dit, « Papa, ne t'inquiète pas. Je me suis occupé de tout. » J'ai cligné des yeux. « Comment ça, tu t'en es occupé ?» Elle a sorti son téléphone, l'a déverrouillé et m'a montré un dossier contenant environ 40 captures d'écran. Des virements bancaires, des messages, des photos, des documents que je ne reconnaissais pas. « Quand est-ce que tu as fait ça ?» ai-je demandé. « Mardi soir, après que tu me l'as dit. » Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai fouillé un peu. Il s'avère que ma fille de 13 ans est bien plus douée en informatique que je ne l'imaginais. Pendant que je tournais en rond, submergée par tout ça, elle avait piraté la boîte email de Kyle. Elle a utilisé une procédure de récupération de mots de passe combinée à des informations personnelles qu'elle connaissait sur lui. Elle est entrée dans son email, puis dans ses réseaux sociaux, et a commencé à tout documenter. Les messages entre Kyle et Britney remontant à 4 mois, planifiant leur rendez-vous, riant du fait de me le cacher, parlant de prendre mon argent et de s'enfuir ensemble, Britney expliquant à Kyle comment accéder à mes comptes bancaires. D'accès à mes comptes bancaires parce que je lui avais donné mes mots de passe une fois, quand j'étais malade et que j'avais besoin qu'elle paie quelques factures pour moi. Kyle planifiait tout le vol, discutait des montants qu'il pouvait prendre, du moment idéal pour le faire, de l'endroit où ils iraient ensuite. Il prévoyait de s'installer en Arizona, apparemment. Recommencer à zéro avec mon argent. Mais voilà la chose qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Lily ne s'était pas contentée de rassembler des preuves. Elle avait été très occupée mardi soir. Elle avait transféré toutes ses captures d'écran à mes parents, à l'ancien employeur de Kyle, à son futur employeur potentiel, au patron de Britney au cabinet dentaire, aux parents de Britney qui n'avaient apparemment aucune idée que leur fille couchait avec un homme vivant chez son frère, à ma famille élargie, aux amis communs. Ensuite, elle avait publié une version soigneusement éditée sur les réseaux sociaux de Kyle avant de changer les mots de passe et de le verrouiller dehors. Rien de graphique, rien qui puisse lui attirer des ennuis, juste une déclaration simple. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai disparu, j'ai volé 43 000 $ à mon frère après avoir couché avec sa petite amie dans sa maison. Si vous m'avez déjà fait confiance pour quoi que ce soit, vous devriez peut-être vérifier vos comptes. Le message était resté en ligne environ 6 heures avant que Kyle ne réussisse à le faire supprimer. Mais à ce moment-là, plus de 200 personnes l'avaient vu, partagé et commenté. J'ai regardé ma fille, cet enfant qui aurait dû se soucier de devoirs d'algèbre et de drame entre amis, et je ne savais pas si je devais la punir ou la prendre dans mes bras. « Lily, tu ne peux pas pirater les comptes des gens », ai-je dit, en essayant d'avoir l'air d'un parent responsable. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Il nous a volés. Elle t'a trahi. Ils allaient s'enfuir avec ton argent, papa. Notre argent. L'argent pour mes études, pour notre maison, pour tout. Je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. » Difficile d'argumenter contre cette logique. « Qu'est-ce que tu as fait d'autre » ai-je demandé, un peu inquiet de la réponse. Elle a souri. Vraiment souri. J'ai envoyé toutes les preuves au détective de police chargé de ton dossier. Je me suis dit que ça accélérerait les choses. Et j'ai peut-être aussi envoyé les captures d'écran au service fraude de la banque avec une chronologie détaillée montrant quand Kyle avait accès à tes informations et quand les virements ont eu lieu. Cette enfant brillante et terrifiante.
Le vendredi a été calme. Trop calme. J'ai passé la matinée au téléphone avec le service fraude de la banque. Avec les preuves de Lily, ils ont pu lancer le processus de gel du compte de Kyle et de récupération de l'argent. Ça allait encore prendre du temps, mais désormais ils avaient la preuve qu'il s'agissait d'un véritable vol, pas d'un simple conflit familial. Le détective m'a appelé cet après-midi-là. Il m'a dit qu'ils avaient reçu un email anonyme contenant des preuves complètes de fraude bancaire et d'usurpation d'identité, et m'a demandé si je savais quelque chose à ce sujet. J'ai répondu que non, ce qui était techniquement vrai puisque Lily l'avait envoyé anonymement. Il a ri doucement. Il a dit que la personne qui avait envoyé ça leur avait rendu un énorme service. Il pouvait maintenant engager de vraies poursuites pénales au lieu de traiter l'affaire comme un simple litige civil. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. Oui. Oui, je le voulais. Samedi matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui sonnait. Numéro inconnu. J'ai presque ignoré l'appel, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était Kyle. Et il hurlait. Je veux dire, il était complètement hors de lui, en train de crier. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'il disait à travers la rage et la panique. Apparemment, sa vie s'était effondrée. Totalement implosée. Nos parents l'avaient appelé vendredi soir après avoir vu toutes les preuves envoyées par Lily. Notre père, qui avait toujours couvé Kyle, lui avait dit qu'il avait honte de l'appeler son fils et l'avait coupé définitivement. Notre mère était tellement dégoûtée qu'elle n'arrivait même pas à lui parler et avait simplement passé le téléphone à notre père. Son ancien employeur avait transmis les captures d'écran à son futur employeur potentiel. Le poste qu'il avait prévu en Arizona était perdu. Il l'avait appelé pour lui dire qu'ils avaient choisi un autre candidat. Le patron de Britney l'avait licencié immédiatement. Apparemment, voler des informations de patients pour aider son petit ami à commettre une fraude violait environ 17 règles internes. Sa licence d'hygiéniste dentaire était désormais examinée par l'ordre professionnel de l'État. Les parents de Britney avaient gelé l'accès à son fonds fiduciaire. Je ne savais même pas qu'elle en avait un, mais apparemment ses grands-parents lui avaient laissé quelque chose auquel elle ne pouvait pas toucher avant 25 ans. Sauf que ses parents en étaient les administrateurs. Ils avaient immédiatement déposé les documents pour lui retirer cet accès de façon permanente. Le message sur les réseaux sociaux avait été partagé plus de 400 fois avant d'être supprimé. Des personnes que Kyle connaissait depuis le lycée, l'université, ses anciens emplois, tout le monde l'a vu. Son nom était traîné dans la boue. Mais voici la meilleure partie. Quelqu'un avait signalé sa voiture comme volée, parce que techniquement notre grand-père avait co-signé le prêt. Et quand mon grand-père a appris ce que Kyle avait fait, il a appelé l'organisme de crédit et a signalé une utilisation frauduleuse. La voiture a été saisie samedi matin sur le parking du motel miteux où Kyle et Britney séjournaient. La banque avait gelé le compte contenant mon argent et déposé une plainte pour fraude. L'argent était conservé comme pièce à conviction, ce qui signifiait que Kyle ne pouvait pas y accéder, ne pouvait pas l'utiliser, ne pouvait rien en faire. Il était fauché. Et la police avait émis un mandat d'arrêt contre lui. Tout cela s'est produit entre mardi soir et samedi matin. 4 jours. Ma fille avait orchestré la destruction complète de la vie de Kyle en 4 jours. Kyle hurlait en disant que j'avais ruiné sa vie, que j'étais vindicatif, que nous étions une famille et que la famille ne faisait pas ça. Je l'ai laissé déblatérer pendant environ 2 minutes, puis j'ai dit très calmement, « Tu as fini ?» Il a bafouillé, puis a recommencé à dire que c'était une réaction excessive. « Kyle, tu m'as volé plus de 40 000 $. Tu as couché avec ma petite amie dans ma maison. Tu as planifié ça pendant des mois. Tu comptais prendre mon argent et disparaître. La seule chose que j'ai faite, c'est déposer plainte pour un crime que tu as commis. Tout le reste, ce sont des conséquences. C'est cette petite peste, hein, a-t-il dit. Lily a fait quelque chose. C'est la seule assez intelligente pour. Je l'ai coupée. Ma fille n'a rien à voir avec tes choix. Tu as pris toutes les décisions qui t'ont mené là. Assume. Je suis ton frère. Tu étais mon frère. Tu as cessé de l'être le jour où tu as décidé que je valais moins que 43 000 $ et une femme que tu connaissais depuis 6 semaines. Maintenant, tu n'es plus qu'un type qui m'a volé. Et ce type va faire face aux conséquences. Il a essayé une autre approche. Il a commencé à supplier, à pleurer, vraiment pleurer. Il a dit qu'il était désolé, que c'était une erreur, qu'il me rembourserait d'une manière ou d'une autre, que je ne devais pas les laisser l'arrêter. Trop tard, ai-je dit. Tu as fait ton choix mardi. En fait, tu l'as fait il y a 4 mois quand tu as commencé à planifier tout ça. Tu ne peux pas l'annuler maintenant que ça a échoué. Et Britney, a-t-il demandé. Elle n'a plus rien maintenant. Plus de travail, plus d'argent. Ses parents ne lui parlent plus. On dirait que vous êtes fait l'un pour l'autre alors. 2 personnes qui ont fait des choix catastrophiques et qui en paient le prix.
Peut-être que vous trouverez une solution ensemble. Je vais aller en prison, a-t-il dit, et il avait l'air de s'en rendre compte seulement à cet instant. Probablement, ai-je répondu. C'est ce qui arrive quand on commet une fraude. Il a raccroché, ou peut-être que son téléphone est mort. Quoi qu'il en soit, l'appel s'est terminé. Je suis resté là un moment, le téléphone à la main. Lily est entrée dans la cuisine et m'a regardé. C'était l'oncle Kyle, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Oui. Il est en colère? Beaucoup. Elle s'est préparé son petit déjeuner comme si de rien n'était, fredonnant en versant ses céréales. Je la regardais, cet enfant qui venait de démolir méthodiquement la vie d'un adulte pour nous protéger, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. De la fierté peut-être, ou simplement de l'amour, sans doute les deux. Lily, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Merci de nous avoir protégés, d'avoir été intelligente. D'avoir suffisamment tenu à nous pour agir. Elle a haussé les épaules. Tu es mon père. On est une équipe. Quelqu'un s'en prend à toi, il s'en prend à moi. C'est comme ça. Dans son monde, c'était noir ou blanc. Quelqu'un faisait du mal à son père, elle ripostait. Sans hésitation, sans doute. Les semaines suivantes ont été un flou de procédures judiciaires. Kyle a été arrêté alors qu'il tentait de franchir une frontière entre États, considérée comme risque de fuite. La liberté sous caution lui a été refusée. Britney a coopéré avec les procureurs en échange de charges réduites. Elle leur a tout raconté sur la façon dont Kyle avait tout planifié. La banque a récupéré environ 38 000 $ de mon argent. Le reste a été absorbé par des frais. Mon épargne a été intégralement restituée puisque ces virements n'avaient jamais été complètement validés. Il a fallu environ 6 semaines au total pour récupérer l'argent. 6 semaines à jongler avec les factures. Mon patron m'a aidé avec une avance sur salaire. Mes parents se sont excusés d'avoir toujours soutenu Kyle. Mon père avait l'air sincèrement brisé. Je lui ai dit que les actes comptaient plus que les mots. Être présent, désormais. Pour Lily. J'ai dit que c'était elle qui nous avait sauvés. Et ils l'ont fait. Ils ont commencé à passer plus souvent, à l'emmener sortir une fois par semaine. Toute la famille élargie a complètement coupé les ponts avec Kyle. Personne ne voulait plus rien avoir à faire avec lui après avoir vu ce qu'il avait fait. Kyle a plaidé coupable pour éviter un procès. Son avocat lui a conseillé qu'avec les preuves accumulées contre lui, un procès ne ferait qu'aboutir à une peine plus lourde. Un choix intelligent. Probablement la première décision intelligente qu'il ait prise depuis des années. L'audience de condamnation a eu lieu fin avril, environ 10 semaines après que tout se soit effondré. J'y ai assisté. Je voulais le regarder dans les yeux une dernière fois. Je voulais qu'il voie que je ne reculais pas, que je ne lui pardonnais pas, que je ne laisserais pas passer ça. La salle d'audience était petite. Il n'y avait que moi, Kyle, son avocat commis d'office, le procureur, la juge et une greffière. Kyle avait l'air pitoyable. Combinaison orange, menottes, pas rasé depuis plusieurs jours. Il avait maigri. Tant mieux. La juge a examiné le dossier, puis a demandé à Kyle s'il souhaitait faire une déclaration. Il s'est levé, m'a regardé et s'est mis à pleurer. Pas les cris de rage de notre appel téléphonique, mais des sanglots pathétiques et désespérés. Il s'est excusé, a dit qu'il avait fait des choix terribles, a demandé de la clémence, a promis de me rembourser jusqu'au dernier centime. Je suis resté impassible. Je n'ai pas réagi. Je ne lui ai rien donné. La juge non plus n'a pas été impressionnée. Elle avait vu les preuves. Elle avait lu les messages dans lesquels Kyle et Britney riaient du fait de me voler. Elle avait vu la planification, les tentatives d'accès à mes comptes de retraite, même après le premier vol. Elle lui a infligé 3 ans de prison. Elle a dit que le caractère prémédité de la fraude, la trahison familiale et l'absence de remords sincères aggravaient la situation au lieu de l'atténuer. Elle a déclaré que Kyle avait passé sa vie à utiliser les autres et qu'il devait apprendre que les actes ont des conséquences. Son avocat a tenté de plaider pour une probation. Il a dit que Kyle n'avait pas de casier judiciaire, qu'il traversait une période difficile, qu'il montrait des remords sincères. La juge a balayé cet argument immédiatement. Elle a dit que planifier un vol pendant 4 mois et l'exécuter n'était pas une période difficile, mais un crime. Elle a ajouté que pleurer au tribunal n'était pas du remords, mais de l'apitoiement sur soi. 3 ans, avec possibilité d'en purger environ 18 mois en cas de bonne conduite. Kyle s'est retourné vers moi quand on l'a emmené. Je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Je voulais qu'il voie exactement ce que je ressentais pour lui. Rien. Ni colère, ni haine, ni tristesse. Rien. Britney a été condamnée une semaine plus tard. Je n'ai pas assisté à cette audience, mais le procureur m'a appelé pour m'en donner le résultat. Mise à l'épreuve et travaux d'intérêt général. Elle devait payer une restitution,
effectué 200 heures de service communautaire et resté dans le droit chemin pendant 5 ans. La moindre infraction signifiait 2 ans de prison. Elle a également perdu sa licence d'hygiéniste dentaire. L'ordre professionnel de l'État a examiné son dossier et a décidé que la violation de la confidentialité des patients et l'utilisation d'informations protégées pour commettre une fraude justifiaient une révocation définitive. Elle ne pourrait plus jamais travailler dans le domaine dentaire. Toutes ces années d'études, tous ces examens de certification réduits à néant. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était retournée vivre chez ses parents. Ils lui font payer un loyer et la traitent comme une locataire plutôt que comme leur fille. Elle travaille maintenant dans le commerce de détail, dans une boutique de vêtements du centre commercial, au salaire minimum, et vit dans sa chambre d'adolescente à 29 ans. Ses parents ne la laissent plus approcher du fonds fiduciaire. Ils ont repoussé l'accès jusqu'à ses 35 ans et même là, elle n'en recevra qu'une partie. Ils comptent en donner une portion à des œuvres caritatives, juste pour lui rappeler que les actes ont des conséquences. Kyle a encore environ 12 mois à purger. Il est détenu dans un établissement de sécurité minimale à une centaine de kilomètres. Nos parents lui rendent visite une fois par mois. Ils m'ont proposé de les accompagner une fois. J'ai refusé. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai répondu qu'il n'était plus mon frère, mais quelqu'un qui m'avait volé et détruit ma confiance. Je ne rends pas visite à des gens comme ça. Maman s'est fâchée. Elle a dit que la famille restait la famille, que je devrais faire preuve de pardon, que nourrir des rancunes n'était pas sain. Je lui ai répondu que le pardon se mérite, il ne se donne pas gratuitement. Kyle ne l'a pas mérité. Être assis en prison à se plaindre de son sort, ce n'est pas se racheter. Peut-être dans 10 ans, s'il a réellement reconstruit sa vie et prouvé qu'il a changé, peut-être qu'on en reparlera, mais probablement pas papa a compris. Il a dit que maman voulait croire que les gens pouvaient changer du jour au lendemain, mais que j'avais raison. Kyle devait le prouver par ses actes, pas par ses paroles. On me demande parfois si je regrette la manière dont tout s'est déroulé, si j'aurais dû agir autrement, être moins dur, donner encore une chance à Kyle, si je me sens coupable qu'il soit en prison. Honnêtement, non. Pas une seule seconde. Il a fait ses choix, il les a planifiés, exécutés, a tenté de me ruiner financièrement tout en me trahissant personnellement. Le fait que tout se soit retourné contre lui n'est pas de ma faute, c'est la sienne. Chaque conséquence qu'il subit est le résultat direct de ses propres actes. Lily dit qu'elle ne le regrette pas non plus. Elle dit que Kyle devait apprendre que les actes ont des conséquences et que personne ne lui enseignait cette leçon, alors elle l'a fait. Difficile de contredire une adolescente de 13 ans quand elle a raison. L'autre jour, j'ai reçu une lettre de Kyle écrite depuis la prison. Un long texte expliquant qu'il avait eu le temps de réfléchir, qu'il réalisait que ce qu'il avait fait était mal, qu'il espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai jeté au recyclage. Peut-être que dans 10 ans je me sentirai différent. Peut-être que le temps me rendra plus indulgent. Mais pour l'instant, je n'ai rien à lui dire. Il a brûlé ce pont, versé de l'essence dessus et y a mis le feu. On ne revient pas de ça simplement parce qu'on a écrit une belle lettre depuis une cellule. Lily m'a demandé si j'allais répondre. J'ai dit non. Elle a hoché la tête. Bien. Il ne mérite pas encore ton pardon. Peut-être jamais.